devine vos doutes. Dites comment ça, un conférencier sur Saint-Exupéry qui ose écrire Saint-Exupéry sans trait d'union, voilà qui est louche, est-ce qu'il maîtrise bien son sujet? Eh bien, en réalité, c'est sans trait d'union que s'écrit Saint-Exupéry. Toute sa vie, Antoine s'est battu pour que son nom soit écrit correctement, et on voit ici les cartes de visite, on voit la signature au-dessus de Saint-Exupéry, et toutes les œuvres parues du vivant de Saint-Exupéry sont écrites sans trait d'union, et c'est lors de son passage aux États-Unis que les Américains, pour des raisons de compréhension, vont ajouter un trait d'union, mais Saint-Exupéry n'aurait pas voulu. Donc l'association a décidé de conserver l'usage habituel qui était celui de Saint-Exupéry en ne reproduisant pas le trait d'union, même si, c'est vrai, c'est rentré aujourd'hui dans le milieu de l'édition. Avant de commencer à vous parler de Saint-Exupéry, j'aimerais vous livrer un témoignage audio de Saint-Exupéry. Nous allons entendre sa voix, il y a quelques images d'archives en fond qui ne correspondent pas forcément à ce qui est raconté. Ici, Saint-Exupéry est interviewé en 1938 et il va nous raconter l'accident qui a eu lieu du côté du Guatemala. Au décollage, Saint-Exupéry va connaître un grave accident parce que le galon guatémaltèque et le galon américain ne font pas la même taille et ça va alourdir l'avion de façon non prévue, et Saint-Exupéry nous raconte ce qui lui est arrivé. Écoutez ce qui va être un prodigieux document humain, comment j'ai failli mourir par l'un des plus grands aviateurs, par l'un des plus grands écrivains de ce temps. L'accident est dû à plusieurs causes convergentes. Le terrain de Guatemala est un terrain relativement beau, mais dont la pente est assez prononcée. Ce jour-là, le vent nous contraignit à l'attaquer dans le sens de la montée. Ceci n'eût pas suffi à provoquer un accident, car nous avions atteint en fin de course au sol une vitesse suffisante pour un décollage à charge moyenne comme le nôtre. Malheureusement, le terrain de Guatemala est situé à 1500 mètres d'altitude, ce qui diminue notablement l'importance d'un avion. Enfin, car ces deux causes n'eussent peut-être pas suffi encore, le temps était orageux, et la température très élevée provoquait de violents remous au voisinage du sol, particulièrement à cause d'un petit bois de sapin dans la direction du décollage. Et ceci confirme le vieux fait d'expérience qu'un accident est dû en général au hasard malheureux qui fait converger dans le même sens plusieurs causes. Il est certain que j'aurais décollé normalement soit à 6 heures du soir, soit par un vent de direction différente, soit d'une altitude moins élevée, soit enfin par temps frais. Toujours est-il qu'en fin de parcours, je roulais à 140 km/h environ et n'avais pas encore quitté le sol. Faute de mieux, j'arrachais l'avion pour sauter les obstacles immédiats. Je réussis bien à l'enlever, mais non à le retenir plus d'une seconde, et je m'écrasais de l'autre côté du remblai que j'avais évité de justesse. À partir de cet instant, je ne sais plus rien. Mes premiers souvenirs datent d'une 8aine de jours plus tard. Pendant les quelques semaines que vous avez passées à New York, monsieur, pour préparer votre raid, je suis certain que vous avez pu voir de près l'aviation en Amérique du Nord. Quelle impression rapportez-vous? Quels enseignements peut-elle donner à l'aviation commerciale française? Votre question est un peu générale, et pour éviter une conférence, je vous dirai simplement quelques mots sur ce qui m'a le plus frappé dans l'aviation américaine. Ce sont les méthodes de guidage en usage là-bas. Et pour éviter les détails techniques, j'essaierai de me faire comprendre par une image. Nuit et jour, sans une discontinuité, qu'il y ait en vol des avions ou non, il est dessiné dans le ciel américain, de ville en ville, un réseau de routes aériennes aussi complet qu'un réseau routier terrestre de chez nous. Vous désirez par exemple vous rendre de New York à Philadelphie. Vous cherchez sur un formulaire qui ne vous quitte pas la longueur d'onde de cette route, vous réglez votre poste radio, et vous connaissez désormais, de façon continue, selon le son que vous entendez, si vous êtes situé à gauche ou à droite de cette route, ou sur cette route elle-même. Une fois par minute, l'émission de direction est interrompue et vous recevez l'indicatif du poste d'émission. C'est-à-dire qu'une fois par minute, la route que vous suivez vous confirme qu'elle est bien la route de New York. Ici, on a un témoignage de Saint-Exupéry aviateur et j'aimerais aujourd'hui croiser le Saint-Exupéry
aviateur, et le Saint-Exupéry écrivain qu'on a tendance parfois à un peu négliger, celui qui par exemple a donné Vol de nuit. Et quand on regarde les passeports successifs de Saint-Exupéry en 1932 et 1934, on s'aperçoit que sur le premier passeport, il est noté en termes de profession qu'il est aviateur, et puis sur le deuxième passeport, on s'aperçoit qu'il est désigné comme homme de lettres, comme on disait à l'époque, plutôt qu'écrivain. Alors je sais bien que vous allez me dire, mais c'est bizarre, les numéros des passeports, on a l'impression que le deuxième passeport a un numéro plus récent que le premier passeport, et que donc en réalité il faudrait intervertir les deux. Ce qui permet de dire que l'un est le premier et l'autre le deuxième, c'est quand on regarde le prix qui est payé pour acquitter le passeport. Je n'ai jamais vu des taxes baisser. Donc, c'est comme ça qu'en dépit des numéros, on se rend compte qu'au début, Saint-Exupéry est considéré comme un aviateur, et progressivement, il va être considéré comme un homme de lettres, et c'est ce que j'ai l'intention de vous montrer aujourd'hui avec son parcours de l'aéropostale jusqu'à Vol de nuit notamment. De la même manière, quand on regarde la Légion d'honneur, Saint-Exupéry a été nommé chevalier en 1930, il reçoit en 1934 la décoration, il est nommé chevalier en raison des actes héroïques en tant qu'aviateur, on y reviendra tout à l'heure. Et en 1939, il est nommé officier, mais cette fois-ci, il est nommé officier en tant qu'homme de lettres pour le service rendu à la France en tant qu'écrivain.